Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette session Microsoft Ignite pour la France. Je m'appelle Cyril Voisin, je suis directeur sécurité de Microsoft MEA et j'ai le plaisir de recevoir avec moi Frédéric Solé. Bonjour, enchanté Cyril et merci pour l'invitation. Et donc je suis Frédéric Solé, je suis en charge des opérations pour RiskIQ pour l'Europe du Sud. Très bien. Et donc, durant toute cette session que nous aurons le plaisir de co-animer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de façon à ce que nous puissions vous y répondre directement. Alors, pour commencer, je souhaite vous positionner le décor quelque part sur la façon dont on gère aujourd'hui le risque cloud. Alors, je me situe ici non pas dans une logique où on a encore une ambiguïté si on va aller dans le cloud ou pas. Non, on est dans une logique, on est dans le cloud et on a des risques liés à l'utilisation du cloud. Comment est-ce qu'on va les gérer? Donc, il y a tout un tas de catégories que vous voyez sur cette slide qui vous permettent en fait de gérer le risque lié au cloud. Donc, c'est déjà tout ce qui est gestion de la posture. Un des risques, les RSSI me le disent, qui leur fait peur en matière de cloud, c'est il y a quelqu'un qui va aller publier une ressource directement sur Internet, mal configurée, qui va exposer mes données, qui va exposer mon infrastructure. Donc ça, c'est ce que le Gartner appelle le CSPM, le Cloud Security Posture Management. Et donc, chez Microsoft, ça s'appelle Azure Security Center. Il y a ensuite le besoin d'aller protéger les workloads dans le cloud. Donc le Cloud Workload Protection Platform, c'est WPP. Là, c'est Azure Defender qui va jouer ce rôle-là. Bien entendu, quand on fait du cloud, il faut réinventer la sécurité. On ne fait pas la sécurité comme on la faisait à demeure. Donc il faut utiliser les fonctionnalités de sécurité natives, notamment tout ce qui est lié à la sécurité du réseau. Et donc là, toutes les fonctionnalités de réseau, notamment dans Azure, vont être particulièrement utiles. Ensuite, on va avoir un élément ultra important, c'est l'identité. Alors l'identité des utilisateurs, des administrateurs, mais aussi l'identité des applications. Donc ça, c'est Azure Active Directory qui va jouer ce rôle-là. Et puis ensuite, on peut être un client de cloud avec des services déjà tout prêts, donc ce qu'on appelle le software as a service. Et donc là, il faut être capable d'inventorier, découvrir ce qu'on utilise. On découvre en général des centaines d'applications utilisées par les entreprises et il est important de savoir le risque de ces applications parce que peut-être qu'on est en train d'utiliser des choses qui sont très très mal sécurisées, qui vont faire fuir les données de l'entreprise. Et enfin, quand on adopte du cloud, souvent on en profite pour faire du DevOps. Alors idéalement, nous on est dans la sécurité, on préférait que ce soit du DevSecOps, c'est-à-dire la sécurité intégrée directement avec le DevOps. Et là, il y aura tout un tas d'outils et de processus à mettre en œuvre, notamment grâce à tout ce qui est GitHub, Automation et tout ce qui est dans Azure DevOps. Alors j'ai rajouté sur cette slide un certain nombre d'éléments parce que pour moi, la sécurité du cloud, c'est aussi la sécurité de la donnée. Donc il y a des choses autour de Microsoft Information Protection, Dual Key Encryption où on a les clés qui sont en fait sous le contrôle du client et de l'utilisateur, le DLP, le Confidential Computing. Donc là, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, j'ai rajouté la partie Azure Sentinel, donc cette notion de SIEM, donc capacité à récupérer les logs partout. Et enfin, j'ai rajouté deux nouvelles acquisitions. RiskIQ, dont on va parler dans un instant, et donc j'en parle pas plus pour l'instant, et CloudKnox, qui est aussi un SIEM, mais cette fois-ci avec un C, Cloud Infrastructure Entitlement Management. Et donc, j'aimerais, Frédéric, que tu nous parles un petit peu de RiskIQ, parce que ça, franchement, peut-être qu'on a déjà entendu parler de tout le reste, mais qu'est-ce que RiskIQ et qu'est-ce que vous faites? Oui, alors RiskIQ en fait met à disposition de ses clients une plateforme qui collecte l'Internet. On collecte l'Internet au quotidien, donc on va aller analyser tout ce qui est IPv4, tous les ports et services associés derrière ces IP qui répondent. On va aller analyser plus de 2 milliards d'applications web au quotidien. Et l'objectif, il y a deux objectifs en fait derrière cette plateforme qu'on met à disposition de nos clients. Un, ça va être plus orienté sur les équipes SOC et CERT, avec pour objectif d'aller leur mettre à disposition une plateforme qui va leur permettre d'investiguer beaucoup plus rapidement sur des incidents, sur des IOC, avec une sorte de table de pivot sur cette plateforme qui va leur permettre d'aller investiguer, retrouver des éléments associés à une IOC. Ça peut être un certificat, un hash, une infrastructure qui se trouve derrière cette IOC. Ça peut être des noms de domaine, des sous-domaines, des host pairs, plein d'éléments en fait, qui vont permettre en fait, aux équipes de gagner environ à peu près 6 à 8 heures par semaine par utilisateur en termes d'investigation. Au lieu d'avoir une approche multiplateforme, multi-outillage, ils vont se retrouver sur une seule et même plateforme pour pouvoir aller très rapidement. De vérité et des éléments techniques tangibles sur lesquels on peut faire quelque chose. Tout à fait. C'est uniquement tout ce qui est visible sur Internet, donc on n'invente rien, c'est juste des informations qu'on a collectées au quotidien. Et on peut travailler sur une approche de projet, donc si on veut
monitorer certains indicateurs. On n'a pas trouvé de résultat tout de suite, mais dès qu'il y a un changement dans la collecte que nous on peut faire, automatiquement les analystes seront informés de ces nouveaux changements et pourront réagir beaucoup plus rapidement à la menace. Donc ça, c'est un des premiers axes sur lequel on travaille. Et un deuxième axe qui est étroitement lié au sujet dont tu parles aujourd'hui, c'est lié à la transformation digitale. Les gens ont perdu le contrôle un petit peu de tous ces assets ou toutes ces applications qui ont été postées sur Internet, accélérées en plus avec la crise sanitaire qu'on a vécue sur les derniers mois. Et donc, ils se retrouvent à avoir une vision non exhaustive en fait, de tous ces services qui ont été activés, des fois à la volée, sans passer par le service central ou l'IT. Et donc l'objectif pour nous, c'est de leur donner une vision de l'inventaire, de pouvoir associer les risques et qu'ils aient finalement l'inventaire qu'ils avaient en interne, finalement de pouvoir aussi l'avoir sur l'externe. Et en moyenne, on s'aperçoit que c'est environ 30 à 35% de ce qu'on appelle la surface d'attaque finalement, qui est inconnue des clients. Donc en fait, ces clients se retrouvent avec une vision non exhaustive et nous, on va leur donner une vision sur ces assets qui ont été découverts et le potentiel risque associé. Et sur ces 30-35% qu'on ne connaissait pas, il y aura bien sûr des pépites véritablement sécuritaires où c'est vraiment important de connaître, parce qu'on pourrait imaginer que c'est des choses qui ne sont pas très importantes vu qu'on ne les connaît pas, mais en réalité, l'expérience en France notamment montre qu'on a des choses… Oui, on s'est retrouvé avec des clients qui se retrouvent malheureusement notifiés une fois que le risque a été identifié et sur des assets finalement qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc si on passe un peu plus de temps sur cette partie empreinte digitale, en fait c'est à destination de différents types de profils dans l'organisation. On peut travailler à la fois avec les gens de la compliance, les gens de la sécurité, souvent des gens qui ne travaillent pas dans les mêmes services et qui ne travaillent pas à partir du même outillage, et qui se retrouvent qui, du coup, n'ont pas la même vision des choses. Du coup, ils n'ont pas les mêmes données pour travailler et du coup, ils n'arrivent pas à se comprendre parce que un a un outillage qui lui donne des informations très techniques, l'autre a un outillage qui est beaucoup plus high level avec des infos de compliance, de score, qu'il va utiliser par exemple pour leur assurance, pour diminuer le coût de la police d'assurance. Là, l'idée, c'est de leur mettre à disposition un seul pool de datasets qui est très large. Quand je disais qu'on collectait énormément d'informations, c'est pas juste une IP ou un site web, mais ça va être tous les composants associés à cette application. Donc tout ce qui est certificat SSL, tout ce qui compose l'application, les services associés dans cette application, éventuellement tout ce qui est Rogue Mobile Apps, toutes les applications qui sont connectées aussi, les réseaux sociaux. Enfin bon, toutes ces choses-là sont visibles en fait dans ce qu'on a collecté. Et de là, on va leur mettre à disposition donc aux équipes de compliance plus une approche de scoring par rapport à une posture que nous, on définit comme étant mon niveau de compliance que je dois atteindre. Donc, on ne s'appuie pas sur des standards externes, mais on peut créer ses propres standards et l'adapter. Et puis, pour les équipes sécurité, ça va être une vision, voilà mes assets, voilà mon inventaire, éventuellement la possibilité de classifier ces assets en fonction de la criticité et des métiers de chacun. Et tout le risque associé à ces assets, donc les vulnérabilités. On va pouvoir travailler sur plein de cas d'usage. On a des clients dans le domaine bancaire, par exemple en France, qui veulent aller monitorer que, par exemple, il y a bien la politique de cookies qui est bien affichée à chaque page web que les utilisateurs pourraient accéder. Ça peut être pour gérer des approches de dépréciation de technologie. Je vais arrêter telle ou telle technologie. Quel est mon impact aujourd'hui sur ma surface d'attaque ? Ça peut être aussi un exemple assez marrant de RSSI qui veulent monitorer du coup leurs risques et se comparer par rapport à leurs tiers ou à leurs pairs ou à des partenaires, et ils veulent surtout pas être en première position. Et ça paraît bizarre, ils veulent pas être les meilleurs, tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur budget en leur disant finalement on est plutôt pas mal positionné. On dépense peut-être un peu trop, donc on va réduire les budgets. J'ose espérer que personne n'a ce cas de conscience de ne pas faire mieux de façon à ne pas perdre son budget, mais effectivement, c'est intéressant de voir ce vrai feedback de la vraie vie. Tu m'avais aussi montré un cas d'usage moi, que je trouvais assez intéressant, c'est la capacité de RiskIQ d'aller faire de l'anticipation en allant regarder les chatters sur le dark web pour voir que telle technologie va être attaquée bientôt, et donc de faire remonter cette information à l'équipe sécurité technique en disant attention, vous l'avez à tel et tel endroit, et donc si ça se met à chauffer, vous pourriez peut-être commencer à anticiper. Alors, quand on parle de cette surface d'attaque qu'on découvre et ce que les clients ne connaissent pas aussi, le challenge, c'est prioriser. Comment je dois prioriser par rapport à la criticité des assets, par rapport au risque. Et c'est vrai que c'est un des exemples qui peut les aider justement à les accompagner dans la priorisation. On a identifié dans le dark web, à travers les chatters, en effet, un risque d'exploitation d'une faille plutôt qu'une autre. Et donc, du coup, on va de suite mettre en évidence aux clients
où ils doivent remédier en priorité pour éviter de faire face à cette nouvelle exploitation d'une faille de sécurité. On a d'autres exemples aussi qui vont travailler sur les sites de paiement en ligne. On travaille pas mal avec le retail là-dessus. Ils ont tout un chemin, en fait, tout un parcours pour l'utilisateur pour aller jusqu'au paiement. Et on va analyser tout ce chemin, on va analyser tout ce qui est JavaScript et ainsi de suite pour être sûr qu'il n'y ait personne au milieu qui tente de collecter, qui récupère des informations essentielles comme des numéros de carte bleue. On devient leur police d'assurance sur ce sujet-là. D'accord. Alors, ce qui est important aussi sur ce sujet-là, c'est, on le voyait quelques années encore auparavant, quand on faisait de l'audit de vulnérabilité, on faisait des photos tous les 6 mois, et puis on partait sur son plan de remédiation et ainsi de suite. Maintenant, quand on regarde, on parle avec nos clients, ils ne font plus du vulnerability assessment, ils font du vulnerability management. Sur toute la partie attaque surface, c'est exactement le même principe. Il faut être dans une approche monitoring permanent, parce qu'on s'aperçoit en fait que la surface d'attaque, elle évolue entre 5 et 10% tous les mois. Donc il y a des nouveaux services qui sont activés et encore une fois, pas forcément en passant par la DSI. Ou des composants qui changent, dans une même application qui quelque part est restée entre guillemets statique vue de l'extérieur, mais techniquement on est capable d'aller voir qu'en fait il y a eu des variations. Le DevOps permet justement cette partie-là d'aller beaucoup plus vite. 200 commits par jour et tout a changé. Voilà. Donc c'est important d'aller sur ce monitoring permanent. Et justement quand on a cette approche-là, donc il y a 4 éléments clés quand on fait en fait la phase de gestion de sa surface d'attaque. C'est la phase de découverte. Donc, on accompagne les clients sur toute cette phase de découverte, recenser tous les assets, mettre à jour un inventaire. Donc, on s'intègre bien sûr avec des outils tiers. L'objectif, c'est de pouvoir s'intégrer avec le reste de l'écosystème ou les outils d'inventaire. Organiser, parce qu'encore une fois, on a peut-être des milliers d'assets, mais il y en a peut-être qu'une infime partie qui est vraiment critique et que je dois vraiment me focaliser. Donc, on va pouvoir le gérer par système de tag, pour chacune des business units si chacun a des domaines de responsabilité différents. Associé à ça une notion de risque, donc toute la vulnérabilité, les modifications de versions de composants et ainsi de suite par rapport à des politiques de sécurité que j'ai définies. Et après, là, bien sûr, la remédiation, ça ne sert à rien de visualiser tous les risques qu'on a si on n'a pas une phase de remédiation. Et un monitoring permanent, donc c'est un cercle permanent de détection, remédiation pour pouvoir être sûr qu'on améliore sa posture de sécurité. Très bien. Donc aujourd'hui, RiskIQ est une société de Microsoft mais opère de manière indépendante. Donc jusqu'au mois de juin 2022, il y aura toujours cette séparation entre Microsoft et RiskIQ quelque part d'un point de vue commercial. Mais néanmoins, vous avez déjà l'intégration aujourd'hui dans Microsoft Defender for Endpoint, dans Azure Sentinel et bien sûr, on vous annoncera davantage de choses quand ce sera le moment pour vous annoncer tout ça. Alors, une autre nouveauté que nous avons, c'est CloudKnox. CloudKnox, c'est un CIEM avec un C, Cloud Infrastructure Entitlement Management, donc gestion des droits dans l'infrastructure de cloud. Et l'idée, c'est la suivante. Chez Microsoft, nous considérons que nos clients vont faire du cloud multi-cloud. C'est-à-dire que ce n'était pas un cloud que vous allez avoir, c'est des clouds. Et donc les grands clouds que sont AWS, GCP, Azure, votre cloud privé, bien entendu. Et ce qui va se passer, c'est que si vous avez déjà eu l'occasion de faire techniquement du cloud en matière d'identité, on va prendre une identité, on va la mettre dans un rôle et ce rôle va donner plusieurs types de permissions qui sont des rôles très granulaires. J'ai le droit de démarrer une VM, j'ai le droit d'en faire son backup, j'ai le droit d'aller accéder à un key vault pour prendre des clés, etc., etc. Le problème, c'est que tous ces clouds ont leur propre définition qui est absolument complètement différente et qu'en général, pour des questions de bon fonctionnement, on va avoir tendance à donner trop de permissions. Et donc, le but de CloudKnox, c'est de venir vous faire la découverte, l'inventaire de toutes ces permissions que vous avez dans le cloud, de venir vous dire, à l'usage, cet utilisateur, il utilise 5% des permissions qui sont les siennes. Et donc, pour éviter d'avoir un risque latent ici, on va venir éliminer les 95% de permissions dont il n'a pas besoin, de façon à pouvoir essayer d'appliquer ce principe du moindre privilège, qui est un des grands principes éternels de la sécurité, notamment repris dans les principes du Zero Trust. Et donc, il est important pour nous de vous aider quelque part à gérer toutes ces identités, notamment celles qui sont les plus privilégiées, et à faire en sorte de réduire leurs permissions. Voilà. On sait que Microsoft investit 20 milliards sur les 5 prochaines années en recherche et développement et acquisition. Voilà deux beaux exemples de cette approche. Alors, je veux revenir un petit peu sur ce que je disais au début, là, sur cette histoire de sécurité du cloud, notamment quand j'ai parlé des CSPM et CWPP, donc gérer votre posture. Et je reviens sur ce que tu disais qui était très intéressant. On doit aujourd'hui faire de la sécurité en mode continu. C'est de l'amélioration continue. C'est pas je prends une photo
tous les N mois et puis j'essaye de m'en sortir. Non, il faut que je regarde en permanence parce que tout ça est très mouvant et en règle générale, il faut que je réagisse suffisamment vite pour bien me protéger. Alors bien sûr, on crée des landing zones, on essaye de mettre des garde-fous pour éviter qu'il y ait des bêtises qui soient faites, mais au final, c'est intéressant de savoir si la posture, si les choses sont bien configurées, si elles sont bien architecturées. Et donc ça, c'est le rôle du CSPM, donc Azure Security Center. Donc là, je vous ai mis une étude qui a été faite qui montre qu'on a une réduction de 30% sur la gestion de la politique de sécurité et la conformité. Et un des éléments que moi j'aime bien pour commencer la démarche, c'est d'aller regarder ce qu'on appelle le Secure Score, qui va être un chiffre en pourcentage, qui va nous donner une idée de où on se situe en matière de bonnes pratiques, qui va nous permettre aussi de nous comparer aux autres entreprises du secteur. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais RiskIQ permet aussi d'aller regarder ses concurrents, mais aussi sa supply chain. Donc s'il y a des gens qui sont très importants pour moi, c'est intéressant aussi d'aller regarder quelque part leur score. Donc RiskIQ quelque part me donne cette vue de l'extérieur vers mon entreprise et le Secure Score va vous donner la vue de l'intérieur. Et ça c'est un truc qui est assez sympa parce que dans le cloud, aucune ressource n'est créée dans vos abonnements sans que vous puissiez la connaître ou la maîtriser d'un point de vue sécuritaire. Voilà. Et le pendant de ça, c'est le CWPP, c'est donc aller protéger les workloads, donc directement les VM, où qu'elles soient déployées. Donc là, on va utiliser un outil qui s'appelle Azure Arc, qui va permettre d'apporter cette cohérence entre les différents clouds. On va avoir aussi la possibilité d'aller faire ça sur du PaaS, donc vous allez faire ça sur des serveurs de base de données, vous allez faire ça sur des clusters Kubernetes. Et donc, d'une manière générale, cette combinaison va vous permettre d'aller couvrir vos clouds, AWS, GCP, Azure et cloud privé, d'une manière très cohérente. Bien entendu, j'ai rajouté une petite mention sur le fait de collecter ces alertes dans un SIEM. Microsoft essaye d'avoir un XDR, dont Azure Defender fait partie, le plus intégré possible avec le SIEM, qui est natif dans le cloud, qui s'appelle Azure Sentinel. Et c'est important pour le SOC de pouvoir récupérer toutes ces informations et travailler dessus. Ici, je vous partage une capture d'écran. C'est juste pour vous montrer, voilà à quoi ça ressemble. Si vous regardez les petites bulles rouges, donc vous avez le pourcentage en haut à gauche, vous avez également AWS et GCP qui sont pris en charge pour vous montrer que véritablement, ça s'appelle Azure Defender, mais c'est vraiment du multi-cloud. Alors là, on passe maintenant sur un résumé un petit peu des autres points dont on a parlé tout à l'heure. Tout d'abord, l'accès conditionnel. Ça, c'est un élément fondamental dans une démarche de Zero Trust, c'est la vérification explicite. Donc, au moment où un sujet veut accéder à une ressource, on va essayer de protéger au plus près de la ressource elle-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de la microsegmentation avec le réseau dans Azure. Donc c'est ce que vous voyez en haut à droite, tout ce qui va être WAF, Azure Firewall, Front Door, DDoS Protection, extrêmement important. On a eu une attaque récemment de 2,4 terabits qui a été arrêtée par l'infrastructure de Microsoft dans le cloud. Donc des choses qui ne sont pas théoriques et qui sont véritablement importantes. Mais un élément essentiel, c'est l'élément identitaire. Donc de faire ce qu'on appelle de l'accès ou du contrôle d'accès basé sur les risques, c'est-à-dire la fonctionnalité qui s'appelle Azure Active Directory Conditional Access. Et donc quand un utilisateur va vouloir accéder à une ressource, on va vérifier tout un tas de signaux sur le contexte de sa connexion. Et puis en fonction de notre appétit pour le risque, on va dire j'aimerais bien qu'il ait une machine qui soit en bon état, j'aimerais bien que s'il accède à un document qui est étiqueté comme confidentiel, il soit quand même dans un pays qui me paraît être un pays normal pour cet utilisateur. Voilà. Et on va utiliser tout un tas de renseignements sur la menace, notamment avec Azure Active Directory Identity Protection, du machine learning, des informations qui nous viennent de ce qui a fuité sur Internet. Et tout ça va nous permettre de faire un contrôle d'accès à géométrie variable qui nous permettra de revalider l'accès à une ressource. Je vous ai également indiqué ici la notion de DevSecOps, donc avec l'utilisation de ce que fournit GitHub et de ce que Microsoft fournit dans Azure. Et enfin, la partie découverte des applications SaaS. Donc là encore, on reboucle quelque part sur le Shadow IT. Je le disais tout à l'heure, on retrouve souvent des centaines d'applications utilisées et c'est très difficile de connaître la sécurité de centaines d'applications. D'où l'aide que va fournir le CASB MCAS de Microsoft pour venir nous lister toutes les applications, nous dire quelles sont les certifications de sécurité qui sont derrière, quels sont les pays qui sont impliqués, parce qu'il y a toujours un risque géostratégique d'une manière générale quand on a des données un peu sensibles. Voilà. Et donc, ce que j'aime beaucoup avec cette approche, c'est qu'on va être capable aussi de venir
contrôler ce qui est fait dans les applications SaaS. Si vous accédez à Salesforce, par exemple, depuis un PC dans un hôtel que je ne connais pas, mais c'est bien vous, peut-être que je vais vous laisser lire quelque chose, mais je ne vous laisserai pas télécharger quelque chose. D'accord ? Et ça, c'est le CASB qui va venir me faire ce contrôle. Si vous avez copié un fichier ultra sensible dans Salesforce, le CASB n'était pas en coupure peut-être, le proxy n'était pas là non plus, parce qu'on peut avoir une connexion directe. Et bien dans ce cas-là, on va venir vérifier ce qui s'est passé, faire une découverte du niveau de sensibilité du document, éventuellement l'étiqueter, le chiffrer, voire même le départager de façon à réduire votre risque. Voilà. Et là, je voulais vous citer un exemple, enfin 2 exemples très concrets. Le CASB MCAS, il permet d'aller regarder ce que font les différents clouds, parce qu'on peut se connecter aux API des différents clouds. C'est ce que vous avez en haut à droite de la capture d'écran. Mais plus important pour moi et plus fondamental, c'est cette notion d'applications qui ont obtenu une permission de se faire passer pour un utilisateur. Donc, ce qu'on appelle le protocole OAuth, OAuth. Et là, c'est typiquement, vous êtes en train de vous connecter à une application web et elle vous dit « Ah, j'aimerais bien dans Azure Active Directory, par exemple, pour prendre l'exemple que je vois le plus souvent, avoir les droits de vous impersonnifier, je ne sais pas comment on dit en français, mais de devenir vous, et puis pour avoir accès à votre carnet d'adresses, votre annuaire, avoir le droit de faire un certain nombre d'actions en votre nom. Et à partir de là, en fait, on se retrouve avec des applications malveillantes, malfaisantes, qui ont abusé un utilisateur, qui du coup donne son accès utilisateur, voire même parfois il peut être mieux qu'un utilisateur, c'est plus intéressant pour les attaquants. Et à partir de là, on se retrouve avec potentiellement des portes ouvertes sur l'extérieur. Donc, ce que va faire MCAS, c'est qu'il va faire l'inventaire de toutes ces applications et il va vous donner un risque, et il va vous donner quelle est la population qui utilise cette application entre guillemets malfaisante. Et d'une manière générale, vous avez la possibilité après de faire des fonctionnalités supplémentaires qu'on appelle de gouvernance d'application. Donc, pour venir décider dans un workflow, est-ce que j'ai le droit, moi, de donner mes droits comme ça, ou est-ce qu'un administrateur doit décider pour moi, parce que parfois, je ne fais peut-être pas une réponse complètement éclairée en tant qu'utilisateur. Et puis, ça va vous permettre de voir, je ne sais pas si une application est considérée comme risquée, mais elle est utilisée seulement par 20 ou 30 personnes dans l'entreprise, c'est sans doute pas une solution d'entreprise, et c'est peut-être un lieu où la fuite va pouvoir se produire. Alors ensuite, je voulais parler de la protection des données, parce qu'au final, tout ce qu'on fait en matière de sécurité, c'est de la protection des données. Et là, je vous reprends en gros l'approche que Microsoft recommande, donc qui est d'abord de savoir quelles sont les données que vous avez, donc définir quels sont les types d'informations sensibles, et donc on a un certain nombre d'informations prédéterminées, mais il se peut très bien qu'en tant qu'entreprise, on ait des choses très spécifiques. On va pouvoir aussi entraîner des classificateurs avec de l'apprentissage machine, donc par exemple, le classificateur va classifier tout un tas de documents en disant « moi je pense qu'ils sont confidentiels » et puis quelqu'un va faire la revue à la main et dire là tu as raison, là tu t'es trompé » et donc permettre à l'algorithme de s'améliorer et de se peaufiner. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger les données. Donc protéger les données, ça commence déjà par les étiqueter, dire ça c'est interne, ça c'est confidentiel, ça c'est très confidentiel. Et là l'idée c'est que on va pouvoir, à partir de l'application de cette étiquette, venir chiffrer le document directement et après, il sera protégé en termes de confidentialité où qu'il soit stocké. Mais bien entendu, il y a aussi un problème de surpartage. Le cloud, comme tu le disais tout à l'heure, est fait pour collaborer, il est fait pour être ouvert. Et donc, on va avoir besoin de temps en temps de rattraper nos petits moutons égarés, qui sont nos fichiers sensibles, qui sont partis au mauvais endroit. Et donc, c'est important de disposer d'un système de DLP qui va nous permettre soit directement depuis le terminal de l'utilisateur, soit depuis les solutions de collaboration comme Teams ou directement dans le cloud ou même dans le CASB, d'aller vérifier qu'on n'a pas surpartagé, qu'on n'a pas oublié de classifier et que des données qui, quelque part, ne devraient jamais se retrouver à un endroit particulier ne s'y retrouvent pas. Et malheureusement, on sait que la réalité, souvent, est un peu moins jolie. Et enfin, le dernier point, c'est de gouverner vos données. Alors, on a toujours dans la sécurité des conflits en fait, entre les réglementations, c'est-à-dire qu'on va nous dire ça, pour un usage RGPD, vous devez le garder maximum 2 ans, mais en même temps, si ça sert de preuve pour protéger des droits d'un utilisateur, il faut le garder 3 ans. Donc voilà, donc il faut arriver un petit peu à faire le ménage, mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir appliquer des labels de rétention, des étiquettes de rétention, pour dire, voilà, ça, c'est une donnée qui doit être supprimée au bout de 18 mois, celle-ci, en fait, cette autre
l'étiquette va dire « Ah ben non, en fait, ça, c'est aussi soumis à autre chose, donc il faut retenir 3 ans. » Et puis, le système va se débrouiller pour faire en sorte qu'on ne garde pas trop, parce que d'abord, c'est interdit, et puis c'est un risque pour l'entreprise. Et puis, en même temps, faire en sorte qu'on garde suffisamment pour pouvoir être conforme avec tout ce dont on a besoin d'être conforme. Enfin, je voulais parler de conformité. Alors la conformité, c'est un vaste sujet, mais on a parlé de sécurité, on a parlé de données, donc maintenant je voulais parler de conformité. Donc pour la conformité, quand vous êtes dans plusieurs clouds, il faut bien sûr aller regarder ce que chaque fournisseur de cloud va vous fournir, puisqu'on est dans un modèle de responsabilité partagée et c'est important que chacun fasse sa part. Et donc le fournisseur de cloud doit vous démontrer ce qu'il a fait. Donc chez Microsoft, ça s'appelle le Service Trust Portal, mais il faut aller regarder aussi si vous faites de l'AWS ou du GCP ou d'autres clouds, ce qu'ils ont à vous proposer. L'idée, là, c'est d'automatiser, parce qu'on va avoir beaucoup de déploiements qui sont des déploiements de courte durée avec le DevOps. Et pour pouvoir démontrer ce que l'on fait, c'est important de pouvoir éviter au maximum le travail manuel, qui sera toujours nécessaire, mais le plus on automatisera, le mieux ce sera. Donc dans Office 365, vous avez un outil très complet qui s'appelle Compliance Manager. Et dans Azure, vous avez pour la partie Azure, AWS et GCP, tout ce qui est Azure Defender. Il y a eu des décisions de justice ou des nouvelles réglementations qui ont été créées à l'international. J'en mentionne 2, Schrems 2 et le Cloud Act, donc qui ont donné des réactions de la part des fournisseurs de cloud. Donc notamment, les fournisseurs de cloud aujourd'hui font ce que Microsoft appelle des frontières de données de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est que les données puissent être stockées au repos dans l'Union européenne, mais qu'aussi les métadonnées correspondantes soient aussi ramenées ici, de façon à ce que le modèle de risque soit plus facile à gérer pour vous. Rien n'empêche entre guillemets de les stocker ailleurs, moyennant les bonnes clauses, mais on sait que c'est toujours plus compliqué de prendre une décision que quand tout est rassemblé au même endroit. Et puis, pour le cas spécifique de la France, il y a le label Cloud de confiance qui émerge. Et Microsoft a annoncé un partenariat avec Capgemini et Orange pour créer, enfin pas pour créer, c'est eux qui vont créer une société qui s'appelle Bleu, lapsus. Microsoft ne fera pas partie de cette société et on leur licenciera les technologies de façon à pouvoir faire tourner le cloud Microsoft Office 365 et Azure. Voilà, donc pour résumer, ce que vous pouvez faire maintenant si vous voulez gérer votre risque dans les services cloud, qui était un peu la promesse de cette discussion aujourd'hui. Donc tout d'abord, s'assurer que les gens sont formés sur ce que c'est que le côté adoption vers le cloud, mais aussi ce que sont les menaces dans le cloud, ce que c'est que la sécurité dans le cloud, parce que c'est un petit peu différent. Deuxième chose, profitez de l'occasion de l'adoption du cloud pour ne pas faire un lift and shift brutal, mais peut-être réimaginer la façon dont on déploie les choses, la façon dont on les monitore, la façon dont on s'assure avec de l'infrastructure comme code que tout va être surveillé par le SIEM, tout va être soumis au contrôle de posture, tout va être protégé avec du Cloud Workload Protection. Donc, un point important, cette notion de gestion de la posture qui doit être systématiquement en continu. On l'a suffisamment dit aujourd'hui, je pense, mais c'est vraiment un point essentiel. On voit d'ailleurs des équipes se créer chez les clients français qui sont liées à la gestion de la posture, qui sont plutôt côté sécurité, alors que ça sonne un petit peu comme de la compliance. Bon, je pense qu'on est encore en train de chercher le bon modèle pour atterrir, mais c'est important. Mettre à jour votre état d'esprit, adopter la philosophie Zero Trust et ses principes, c'est important quand on fait de la sécurité moderne. Si vous voulez connaître les menaces, Microsoft a publié récemment le Microsoft Defense Report et RiskIQ publie aussi son Threat Report. Donc voilà plein d'enseignements sur la façon dont vous pouvez savoir mieux ce qui se passe en ce moment. Mais si j'essaye de résumer, ransomware, attaque sur l'identité, enfin voilà, les grands classiques sont toujours là et une augmentation de la désinformation. Commencez avec l'hygiène. On publie tous les grands fournisseurs de cloud, des well-architected frameworks. Donc, quand vous voulez bien architecturer vos applications dans le cloud, notamment quand vous faites de l'infrastructure ou du PaaS, c'est important d'aller regarder ces frameworks-là. Utilisez votre Secure Score. Le Secure Score va vous donner une première indication sur les choses que vous pourriez faire mieux et puis venir regarder ça en permanence, donc vraiment vous aider. Azure Defender aussi pour la protection. Donc la licence, en fait, quand vous allez faire du Azure Security Center dans du multicloud, vous obtenez la licence d'Azure Defender, donc faites les deux ensemble. Et puis pour les applications à risque, regardez MCAS et notamment toutes ces notions d'applications qui ont des droits dans Azure AD. Et enfin, découvrez votre surface d'attaque vue de l'Internet, ça c'est la promesse de RiskIQ, où on intégrera d'ailleurs davantage dans le futur avec la plateforme Microsoft. Et puis si vous avez des risques résiduels, parlez à votre cyberassurance parce qu'ils sont là quelque part pour ça, pour vous aider. Et puis après, si vous souhaitez aller plus loin, on a des tas d'autres sujets qu'on pourra discuter.
Voilà, un petit mot de la fin peut-être, Frédéric? Encore merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de RiskIQ et ravi de pouvoir intégrer tout l'écosystème et toutes les technologies Microsoft pour apporter une brique supplémentaire et donner plus de visibilité à nos clients. Merci à toi, nous sommes honorés de recevoir RiskIQ. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.